Allez, on va enchaîner avec la troisième session de la journée, session consacrée à la communication. Après les observations météo, les prévisions, place à la communication. On va parler des nouvelles façons de parler du temps dans les médias. Il faut savoir que 81% des Français consultent la météo tous les jours ou presque, selon Odoxa. La télévision reste encore de nos jours le premier canal d'information devant Internet, devant la radio et devant les alertes sur smartphone et devant même les applications météo et les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi le Meetup chaque année réunit de nombreux présentateurs météo, de la télévision, de la radio également. Et pour animer l'interview de la plus grande présentatrice météo de France, j'appelle sur scène Camille Alain qui nous rejoint. Il est journaliste depuis près de 20 ans. Il travaille depuis 2010 pour 20 minutes en Bretagne et il affectionne particulièrement les sujets liés à l'environnement. C'est pour cette raison que nous lui avons demandé d'animer cette session. C'est à vous avec Evelyne Delia. Donc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Evelyne Delia, tout d'abord, merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir, mais c'est aussi un honneur d'avoir parmi nous l'un des visages et l'une des voix les plus emblématiques de la météo en France, dans cette salle, mais aussi dans ce pays. Tout le monde vous connaît. Je vais donc simplement rappeler deux, trois petites choses de votre carrière. Vous avez commencé votre carrière comme speakerine sur l'ORTF en 1968, avant de rejoindre TF1 en 1971. Vous êtes devenue la présentatrice météo sur TF1 en 1991 après avoir été formée par Alain Gillot-Pétré, une autre figure de la discipline. Et vous êtes depuis devenue l'une des présentatrices vedettes du petit écran. Alors, il se murmure que vous seriez même le plus long CDI à TF1. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, je suis, et j'en suis très fière, le CDI le plus ancien de TF1. En fait, je dois vous dire que mon CDI, je l'ai signé en 1971 avec le nom d'un journaliste que les moins de 20 ans et plus ne peuvent peut-être plus connaître, c'était Pierre Sabag. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé en tant que présentatrice. Après, j'ai fait différentes émissions, la maison de TF1. Et puis, à partir de 91-92, la météo, exactement. Donc, vous l'avez dit, j'ai été formée par Alain Gillot-Pétré pour tout ce qui était, parce que je pense que certains savent qu'on est sur fond bleu, maintenant c'est devenu du fond vert, mais j'ai fait, alors je ne suis pas météorologue, hein, c'est parfois la différence entre différents présentateurs météo. En revanche, j'ai fait un stage pendant un mois à Météo France pour apprendre les bases et les rudiments de la météo. Et ça, c'est tout à fait logique et normal. Est-ce que vous avez une explication à cette incroyable longévité? Écoutez, d'abord, je dis souvent que je suis un peu tombée dans la marmite, c'est-à-dire que ça a été une passion. On parle et on va parler justement de ce changement climatique, du réchauffement climatique. J'ai été la première à en parler et notamment à l'antenne, à la télévision. Ça fait maintenant 20 ans. À l'époque, quand j'en parlais, les gens se demandaient de quoi je pouvais parler, le changement climatique. Et c'était très difficile parce que à l'époque, on disait le climat va se réchauffer. On parlait de 1,5 degré en un siècle. Et puis, dans un bulletin météo, je leur disais ça, parce qu'on faisait des petites phrases, c'est bon pour la planète, mais avec des informations. Et en plus, je leur disais, oui, mais alors demain, vous allez avoir 4-5 degrés de plus. Donc, il y avait un problème de notion, on ne comprenait pas, on ne savait pas ce que c'était. Et c'est surtout parce qu'on n'était pas au pied du mur. Maintenant, on voit, Dieu sait si on voit toutes ces catastrophes dues au changement climatique. Et maintenant, ce qui était peut-être les scientifiques sont des gens extrêmement prudents. À l'époque, ils ne disaient pas, maintenant ils le disent, le changement climatique est avéré. Mais quand on voyait, et c'est ça qui m'avait frappé et qui m'a permis de commencer à parler justement du changement climatique, c'est quand on voyait ces deux courbes du CO2, le gaz à effet de serre, le gaz carbonique, et puis la courbe des températures, et où on voyait ces deux courbes qui montaient extrêmement rapidement de façon exponentielle et surtout à partir de l'ère industrielle et des années 80. Et là, Sainte-Voix, on l'a vu hein, tout au long de ces sessions, que ça ne fait qu'augmenter. Il y a une particularité dans l'évolution de votre carrière, c'est que les prévisions sont devenues beaucoup plus fiables qu'elles ne l'étaient à vos débuts. Qu'est-ce que ça a changé dans la manière d'exercer?
Ben c'est vrai, moi, quand j'ai commencé, on présentait les bulletins météo du jour même, du lendemain, voire du surlendemain, mais on n'allait guère plus loin. Alors maintenant, vous avez les prévisions à 6 et 7 jours. Alors il est évident que c'est une tendance plutôt qu'une prévision. D'ailleurs, il y a un indice de confiance, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, quand l'indice est plus faible, là, il est assez fiable hein, pour ce qui va se passer. C'est ça qui est incroyable. Parce que même la semaine dernière, on ne se rapproche pas toujours quand on fait un zoom du 6e jour parce que l'indice de confiance est de 2 ou de 3. Là, il était de 4. Donc, ce que l'on vit et qui est exceptionnel en ce moment, malheureusement, c'est sans doute ce qui va se passer. Alors, simplement, l'évolution des météos, ça a été non seulement de la part de Météo France, parce qu'on est client Météo France et on a toujours travaillé avec Météo France. Moi, j'ai vu l'évolution donc de ces prévisions parce que elles étaient de plus en plus fiables, donc on allait de plus en plus loin. Il y a l'évolution aussi de ce que j'appelle un peu les produits, c'est-à-dire ce que vous voyez le soir, les images du satellite où on voit par le satellite les masses nuageuses. À l'époque, ça n'était qu'à l'échelle européenne. Maintenant, on l'a à l'échelle nationale. Donc, on peut même zoomer pour voir ce qui se passait. Donc, ça, ce sont des évolutions aussi un peu techniques. Les radars de pluie, avant, c'était que ce soit de la pluie ou de la neige, c'était toujours la même couleur. Maintenant, on fait la distinction entre la pluie en bleu, la neige en blanc, et même les pluies verglaçantes qui sont de couleur mauve. Donc tout ça, c'est aussi une évolution. Et puis l'évolution technique. Moi, quand j'ai commencé, les cartes, elles étaient beaucoup plus succinctes. Et puis petit à petit, on apporte des éléments. Avant, dans les cartes, on allait pour le lendemain, le matin, carte fixe, l'après-midi, carte fixe. Maintenant, il y a l'évolution, ce qui me permet de voir justement l'évolution et notamment le chemin d'une perturbation. Et tout ça, ce sont des informations petit à petit qui modifient, qui améliorent et qui précisent aussi les bulletins météo. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est évolution et non pas révolution. Et je pense que vous serez d'accord, c'est que on a besoin de repères et de changer d'une météo du jour au lendemain en faisant une météo complètement différente. Je pense que les téléspectateurs seraient un peu perdus. En revanche, ce sont des petites touches supplémentaires en association avec Météo France pour ces prévisions qui sont de plus en plus fiables, en association avec nos infographistes, avec nos techniciens. Et c'est comme ça que les bulletins évoluent et sont de plus en plus précis. Est-ce que cette fiabilité, est-ce que cette préoccupation du public pour la météo, vous avez l'impression que vous êtes davantage prise au sérieux maintenant? Alors, peut-être pas prise au sérieux, mais en tout cas, de plus en plus suivie, justement, parce que cette fiabilité, cette crédibilité fait que finalement les téléspectateurs... Alors, non seulement ça, la fiabilité, la crédibilité, mais en plus, tout ce que l'on vit actuellement, on parlait des cartes de vigilance, ça aussi, ça a été une évolution formidable. J'ai vécu cette évolution, j'ai vécu à l'antenne les tempêtes des 26 et 27 décembre 99, hein, Lothar et Martin qui ont dévasté une bonne partie de la France. Et à Météo France, il y a eu ce réflexe de se dire on n'a pas la culture du risque, du moins en métropole, parce que dans les dom-toms, il y avait cette culture du risque, évidemment, avec les cyclones. Et donc, que faire? Et j'avoue, et j'en suis très fière, c'est que j'ai même participé à la préparation, à l'élaboration de ces cartes de vigilance. À Toulouse, il y a eu justement des réunions avec les ingénieurs, les prévisionnistes de Météo France, avec les services publics et puis les médias dont j'ai fait partie pour dire mais comment peut-on traduire justement cette information à l'antenne de façon la plus claire possible. Et c'est de là dont sont nées les cartes de vigilance. Et on a vu tout à l'heure, ça m'a vraiment fait des souvenirs, 2000, première carte de vigilance. Donc, et puis 2003, canicule. Ah, mais il n'y a pas de carte de vigilance canicule.
on les a créés. Et puis petit à petit sont nées d'autres cartes de vigilance. Et je pense que c'est très important. Moi, j'en discute parfois, même quand je suis en province avec des téléspectateurs, et ils me disent ah, mais on était au courant, il y avait la vigilance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de prudence. Et Météo France, qui a fait des statistiques, m'avait dit un jour on a des statistiques et il y a beaucoup, beaucoup moins de victimes sur des phénomènes identiques depuis que les cartes de vigilance existent. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé et qui aurait pu sonner votre glas, les applications météo, les sites de météo. Oui. Tout le monde a la météo sur son téléphone, on les compare. J'entendais Karine avec tout à l'heure évoquer 81% de personnes qui consultent la météo au moins une fois par jour. Et pourtant, vous êtes toujours là. Quand je dis vous, c'est présentateur météo. Et surtout, vous êtes très écoutés, vous êtes très regardés. Les audiences sont excellentes. Alors, comment est-ce que vous expliquez que vous ayez toujours autant d'importance alors qu'on a tous l'information déjà sur nous? Mais oui, c'est une bonne question parce que justement, moi, je les ai vues arriver, toutes ces applications. Et alors, sur les chaînes d'infos, évidemment, vous avez des bulletins fréquents. Mais, par exemple, à TF1, nous avons, alors je ne parle pas de la matinale où maintenant il y a des bulletins fréquents, mais sinon, il y a un bulletin le midi après le journal de Marie-Sophie Lacaro, il y en a un avant le journal de Gilles Boulot ou d'Anne-Claire Coudray, et il y en a un après le journal. 3 bulletins par jour. Alors que vous tapez le nom de votre village, vous savez le temps qu'il va faire dans 10 minutes, etc., etc. Donc je me suis dit, ça y est, c'est fichu, c'est foutu. Eh bien non, pas du tout. Et au contraire, on a de plus en plus de téléspectateurs. Alors c'est pareil, moi j'aime bien discuter avec les gens que je rencontre. Je leur dis, mais bon, ils me disent, vous savez, alors je vais sur une application, je vais sur une autre, je regarde une autre, parce qu'on regarde beaucoup quand même nos téléphones. Ils me disent, c'est pas toujours la même chose. Donc moi, j'ai besoin de la crédibilité, de la fiabilité. Et pour moi, c'est Météo France et TF1. Donc voilà. Et puis il y a le contact aussi, je crois, avec les téléspectateurs. Et ça, c'est important. En conclusion de cet échange, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous retrouver à la rentrée? Ah ben oui, les plannings sont faits pour la rentrée. Je vais inviter Laurent Romeshko et Christine Peña à nous rejoindre sur scène. Il y aura un temps d'échange et de questions avec le public à la fin. Donc, si vous avez des questions à poser à Evelyne Delia, je n'en doute pas. On se réserve un petit temps à la fin de cet échange. Merci. Merci.